à nous. Je vais tourner à un moment la caméra, tu verras un peu tout le monde, mais tu es projeté sur grand écran. Mhm. La thématique dont on parle aujourd'hui à l'intérieur de la stratégie, c'est les questions d'éthique et de morale et des différents registres de euh, justification à l'intérieur de ces grands registres-là. L'idée d'étudier votre papier avec Nicolas qui a été sorti dans la RFG, c'est justement de regarder quand ça devient complexe, comment tous ces registres de, de justification et de rhétorique peuvent être mobilisés de manière un peu opportuniste, dire, pour le dire simplement. Euh, le, la première question que j'aurais par rapport à l'étude, c'est que vous avez une lecture euh, euh, un peu, en tout cas qui fait état des critiques de la notion d'anthropocène, Mhm. et vous différenciez bien l'anthropocène et la mise en récit de l'anthropocène, et vous dites que la mise en récit de l'anthropocène a un processus qui est un petit peu, qui a une dimension politique. Est-ce que tu pourrais revenir un tout petit peu sur cette distinction? Qu'est-ce que c'est que l'anthropocène et en quoi sa mise en récit a quelque chose de politique dans votre étude et dans votre lecture? Oui, avec plaisir, ouais, ok. Alors effectivement, alors peut-être juste en préambule, Nicolas Ballas, qui est donc mon co-auteur, s'excuse d'être absent. Il aurait bien aimé participer, mais il ne pouvait pas pour des raisons personnelles. C'est moi qui aurai le plaisir de répondre à ces questions. Je vois tout flou, mais bon, est-ce que c'est... ah, C'est normal, je suis en train de tourner l'ordinateur pour qu'ils entendent d'accord, mieux. ok, d'accord. Je commence à répondre? Ouais, ok, super. Alors, oui. Du coup, la différence entre l'Anthropocène et le récit de l'Anthropocène, alors, si je donne une première définition de l'Anthropocène, c'est celle qu'on retient dans le papier, et elle est assez classique, hein. On fait référence à cette situation d'épuisement et d'effondrement multiple des systèmes vivants divers et variés, la biodiversité, que ce soit la faune, la flore, systèmes qui aujourd'hui présentent pour particularité, hein, d'être devenus incapables de se reconstituer. Et donc c'est un peu ça le concept d'anthropocène tel qu'il a été développé et popularisé, hein. C'est faire état euh, vous m'entendez? Oui. Ok. De cette nouvelle ère géologique, l'ère de l'homme, de l'anthropos, l'ère géologique à laquelle l'humain a impacté les systèmes naturels de manière euh, sans qu'on puisse faire machine arrière en réalité, donc de manière durable et pérenne, avec un nouvel état des choses au plan géologique. Donc ça, c'est le récit c'est l'Anthropocène, pardon. Et donc, bien évidemment, on partage tout à fait cette lecture, hein, et donc les problématiques écologiques, climatiques, on ne les remet pas du tout en cause. Par contre, on a voulu faire exister une lecture un peu critique de ce concept, une lecture qui est d'ailleurs largement développée par les perspectives critiques en management, hein. C'est pas nous qui l'avons inventé, loin s'en faut. Et donc, c'est ça qu'on a qualifié de récit de l'Anthropocène. Et donc, ce récit de l'Anthropocène, c'est finalement une distanciation par rapport à qu'est-ce que produit ce discours de l'Anthropocène. Qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que ça veut dire l'ère de l'humain? Et donc, finalement, ces perspectives critiques, ce qu'elles nous invitent à faire, c'est prendre conscience que cette qualification d'anthropocène, elle amène à définir une responsabilité par rapport aux problématiques environnementales planétaires et au dépassement des limites planétaires, et que cette responsabilité, elle est collective, elle est commune. C'est finalement l'anthropos, l'humain, un humain essentialisé, non défini, qui serait à l'origine de la destruction des différents écosystèmes, etc. Et donc, le récit de l'Anthropocène, c'est aussi faire référence à finalement un concept, le concept d'Anthropocène qui a été très largement adopté. Et on pourrait même se poser la question finalement, comment ça se fait qu'un concept qui renvoie à des problématiques environnementales, écologiques très importantes, il se soit autant développé dans la société. Et donc, c'est un peu ce qu'on montre avec la première citation dans notre article, hein, du PDG de Rio Tinto.
On commence avec cette citation du PDG de Rio Tinto. Rio Tinto, c'est une multinationale minière c'est une des plus grosses multinationales minières au monde, avec une extraction internationale de tout un tas de minerais, avec des problématiques environnementales majeures, hein, puisqu'on est sur des mines qui vont détruire de manière extrêmement importante des écosystèmes, en surface, en kilomètres carrés, mais aussi en profondeur, hein, puisque c'est la mine, on creuse. Donc, on est vraiment sur une détérioration majeure des écosystèmes. Et voilà et pourtant voilà, on est aussi sur une multinationale, pardon, qui est accusée de génocide, hein, de crimes, contre l'humanité pour ses agissements en Papouasie-Nouvelle-Guinée et donc et pourtant, ils parlent eux aussi finalement de cette responsabilité commune et dans cette citation, on voit bien l'idée, «Nous utilisons tous, des métaux, nous tous détruisons la planète» et donc voilà, ça renvoie à cette idée de destruction de la planète par l'homme qui est justifiée finalement par le développement humain et finalement voilà, le développement humain amènerait une destruction planétaire inéluctable. Et donc le récit de l'anthropocène finalement c'est ça, c'est une invisibilisation, des réelles responsabilités parce que quand on regarde différentes études, l'informent, tous les humains ne détruisent pas la planète. L'anthropocène, d'autres humains ont proposé, d'autres pardon, chercheurs ont proposé de le qualifier de capitalocène pour montrer la responsabilité du capitalisme et donc d'un certain mode de production, d'un certain mode de consommation, et donc la responsabilité de certains acteurs, les multinationales, pour ne pas les nommer, des multinationales bien souvent occidentales, qui elles ont un impact, extrêmement important sur l'environnement et qui sont à l'origine d'une partie, très importante, hein, de ces transformations géologiques. Donc voilà, c'est prendre de la distance pour dire que, ce récit, il est finalement à la faveur, des intérêts dominants qui, eux, se déresponsabilisent en l'adoptant puisque, c'est le développement humain qui, est à l'origine des problématiques et non pas leur, politique, organisationnelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, dans le papier, le fait de pas juste dire, bon, il faut pas dire anthropocène, il faut dire capitalocène, par exemple, c'est-à-dire, c'est pas la faute de l'anthropos, de l'être humain, c'est la faute du capital, du capitalisme, etc. Ce qui est intéressant dans le papier, c'est que vous utilisez le fait de regarder les effets de mise en récit de l'anthropocène comme étant quelque chose de potentiellement utilisable, une rhétorique qui peut avoir quelque chose d'opportuniste. Et alors, vous passez après sur la RSE et vous dites de la RSE que potentiellement elle peut s'inscrire dans alors là je vous cite, dans les stratégies permettant aux entreprises de légitimer leurs activités sans rien changer aux impacts qu'elles génèrent. Euh, en quoi est-ce que la RSE s'inscrit là-dedans et en quoi est-ce que ça permet d'aller, et puis après on parlera de la commensuration parce que c'est un tout petit peu technique, mais avant d'aller dans la commensuration, comment est-ce que la RSE elle permet de s'inscrire dans ces stratégies d'entreprise de légitimation de leurs actions? Alors la RSE, effectivement, elle joue un rôle, majeur, là-dedans, dans la stratégie de légitimation. La RSE, elle elle a notamment été présentée comme le pouvoir discursif, finalement le pouvoir du discours ou l'utilisation du discours, par les entreprises, qui sont ciblées, par des ONG ou qui sont dénoncées, pour, voilà, la RSE, elle va permettre de relégitimer, des actions enfin des entreprises ou des systèmes, qui sont, critiqués. Alors, par exemple, enfin si je prends un exemple très concret, hein, qui est le cas Weda Bay Nickel, qu'on étudie dans le papier, le cas, c'est un cas qui présente comme intérêt, je trouve, assez, enfin voilà, qui est intéressant, notamment parce que c'est un cas qui a été présenté comme exemplaire en matière de responsabilité sociale et environnementale. Et donc il est exemplaire, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un projet qui est récent, hein, puisqu'il commence au début des années 2000. Donc, on est déjà dans des considérations environnementales et sociales. La RSE existe déjà, si j'ose dire. Et donc les entreprises, elles doivent déjà rendre des comptes. Donc c'est pas une mine de charbon, qui date, de l'époque de Zola, on n'est plus sur ce genre de pratique. Donc c'est quelque chose de contemporain. Deuxième élément, c'est un projet qui a été présenté comme ayant obtenu une acceptabilité sociale. C'est-à-dire que, c'est un projet qui a été validé,
qui est présenté comme ayant été validé par les populations locales. Et donc en ça, c'est un projet qui est exemplaire. Les populations locales ont accepté l'arrivée de la multinationale et le développement du projet minier. Et donc enfin, c'est un projet qui, pour ces 2 raisons, a finalement, été, reconnu par les institutions internationales, et donc validé par la Banque mondiale comme étant un projet durable, et cetera. Donc là, on est vraiment dans ce discours RSE qui, sur différents plans, sur les aspects écologiques, sociaux, et cetera. Donc ça, c'est le discours qui est produit et ce qui est intéressant, c'est que, ce qu'on voit, c'est que pour déconstruire ce discours, en réalité, c'est très compliqué. Donc c'est pas juste ce discours, qui enfin, ce discours, il a des effets, performatifs très importants. C'est pour le déconstruire, c'est compliqué. Donc là, bon, je parle pas de ça, on parle pas de ça dans le papier, mais il y a une actualité, sur ce cas justement. La semaine dernière, il y a le représentant d'une communauté, indigène nomade, d'une communauté autochtone nomade, qui vit sur l'île, sur laquelle est ce projet minier, qui s'est déplacé pour dénoncer, la mine et la déforestation. Et donc on est sur une population, qui, vit en autarcie qui vivait en autarcie dans la forêt, et donc avec une très grande proximité avec la biodiversité locale. Ce représentant, s'est déplacé de l'île d'Halmahera. Donc on est sur, plus de 15 heures, d'avion avec des transferts, 10 heures de bus, ou même de taxi. Enfin, on est vraiment sur un voyage qui est très long, qui est compliqué, qui coûte très cher. Et donc mais cette personne, elle a fait ce voyage près de, heu, 20 ans après, le début du projet. Elle a fait ce voyage pour porter une voix qui est, il y a pas du tout d'exemplarité, il y a des grosses problématiques sociales et environnementales. Il y a une tribu qui est en train de mourir, selon ses termes, hein. Et donc voilà, et ça montre assez bien finalement, d'un côté, il y a un discours RSE, d'exemplarité, et de l'autre, il y a des populations locales, qui ne peuvent pas faire valoir leur point de vue, qui ne peuvent pas faire valoir leurs droits, ou alors au prix d'un effort qui est extrêmement important. Et donc moi, mon travail sur le terrain, mon ethnographie sur le terrain, elle a permis de montrer qu'en réalité, l'exemplarité RSE qui était affirmée par l'entreprise, elle était, tout à fait factice, et que localement, il y avait eu beaucoup de conflictualité au niveau de l'appropriation des terres, au niveau de la distribution du travail, et cetera, et cetera. Il y avait eu beaucoup de conflits, il y avait eu des, populations, des individus qui avaient été emprisonnés. Il y avait eu de l'acquisition forcée des terres, donc on était venu détruire les cultures, les habitations, des populations locales pour construire la mine, et cetera, et cetera. Sauf que, la mine, le pouvoir, la RSE, il va créer, fabriquer, cadrer, une certaine vision de la réalité à la faveur de l'entreprise, et invisibiliser finalement ses impacts. Et donc la légitimer, quoi. Je ne sais pas si ça répond? Oui, et justement, ça amène exactement à la. Donc ça donne, ça les rend comparables. Alors, ce qui est vraiment conceptuellement fort dans le papier, c'est de montrer, de théoriser comment est-ce qu'on rend les choses comparables et qu'on pourrait compenser l'une par l'autre. Alors, le terme, c'est de rendre ça commensurable avec une commune mesure. Alors, est-ce que tu peux juste détailler un tout petit peu l'idée le concept de commensuration, parce qu'il est un tout petit peu technique. Et après, je trouve qu'en pratique, on voit très bien, et le papier montre très bien comment est-ce qu'il fonctionne après, mais juste expliquer un tout petit peu ce que c'est que ce processus de commensuration. Oui. Alors effectivement, donc la commensuration, c'est, identifier une métrique commune, une mesure, un étalon de mesure, et y rapporter, des éléments, des valeurs qui ne sont a priori, pas, commensurables justement, qui ne peuvent pas être mesurées par cette même valeur, mais c'est pourtant ce qu'on va faire. Donc très concrètement, hein, ça peut être, c'est ramener, les impacts d'un projet, et donc les projets miniers notamment, mais tous les grands projets industriels, qui vont présenter des impacts significatifs sur les écosystèmes, mais aussi sur les populations, ils vont être soumis à une obligation de réaliser des études d'impact environnemental. Et donc ils vont analyser leurs impacts, sur, les zones concernées. Et donc on pourrait imaginer que dans ces études d'impact, ils vont aller analyser les écosystèmes et regarder comment ils vont les transformer, et voilà, et véritablement informer les impacts, qui vont être les leurs. Sauf que ce dont on s'est aperçu, c'est que, ces études d'impact, elles ne vont pas juste mesurer les impacts négatifs environnementaux,
alors que ça s'appelle quand même une étude d'impact environnemental, c'est pas les impacts écologiques ou sur la biodiversité, c'est les impacts en général. Et donc là, donc ils vont mesurer les impacts écologiques, mais aussi les impacts sociaux. Et pour ça, ils vont aller lister les impacts, et c'est eux qui vont cadrer lesquels ils vont choisir d'aller regarder. Et donc, par exemple, si je caricature un peu, c'est dire, un impact, significatif, c'est le fait de, développer des écoles sur la zone. On va créer des écoles et ça, c'est un impact social positif significatif. Alors oui, on va avoir un impact environnemental significatif négatif, par exemple parce qu'on va détruire, une partie de la forêt dans laquelle il y a une espèce d'oiseau endémique, qui vit, ou parce qu'on va polluer, la baie, qui est peuplée par une faune, des coraux notamment, très extraordinaires. Mais on va faire impact social positif, heu, à côté d'impact, environnemental négatif, égal à la fin, un impact, qui est acceptable, au plan environnemental. Et en fait, c'est pas plus développé que ça en réalité, c'est-à-dire qu'ils ont défini, une typologie d'impact, impact significatif, impact non significatif. Et donc il y a les impacts significatifs positifs, les impacts significatifs non positifs, les impacts significatifs, non significatifs positifs ou négatifs, quoi. Donc il y a 4 types d'impacts et toute leur analyse du projet, elle est classée à l'aune de ces 4 critères et à la fin, ils disent: «Ben, ça tombe bien, c'est positif». In fine, on s'en sort avec une évaluation d'impact qui est tout à fait positive. Et donc c'est ce qu'on pose les différentes questions qu'on pose dans le papier, enfin ce qu'on vient analyser, c'est finalement, comment est-ce qu'ils en arrivent à ça? Et donc il y a tout un tas d'éléments, donc par exemple dans la création des indicateurs, enfin le fait de dire, tel indicateur, quelque chose qui nous semblait important, notamment sur les impacts positifs, c'est que, en réalité, ils vont créer, la pauvreté de la population locale, à travers leurs travaux, de management des parties prenantes. Ils vont venir dire: «Bah, voilà, la population locale est pauvre et donc parce qu'elle est pauvre, on va venir les développer et ça, c'est positif». Sauf que, ce qui apparaît, au gré de l'étude, c'est qu'en fait, la pauvreté économique, c'est pas véritablement un sujet là-bas parce on est sur des populations qui avaient accès, à une abondance en termes, de nourriture, qui avaient accès à une culture de la terre, quotidienne et cetera et cetera. Donc la pauvreté, c'est un prisme ethnocentré, économique, monétaire qui ne s'applique pas en réalité, à la situation là-bas. Toi, tu as été sur le terrain Oui. directement. Tu y as passé combien de temps et qu'est-ce que tu as vu, toi, comme effet qu'est-ce que tu as vu concrètement sur le terrain? Alors, moi, j'ai passé, 3 semaines, sur le terrain, en Indonésie, et donc, dans la baie, de Weda. Et les effets, que j'ai vus, alors ça m'a permis justement de prendre conscience de plusieurs éléments, hein. Je venais avec un peu, cette vision d'un projet RSE exemplaire et c'est ça que j'allais analyser. Et effectivement, un premier élément, que j'ai trouvé frappant, c'est justement qu'il y avait pas de pauvreté. J'ai été très surprise, par ça, par prendre conscience en réalité que, c'était simplement un concept occidental, qu'on avait calqué sur une situation qui pouvait pas en réalité, effectivement dire que la population nomade est pauvre ou dire qu'elle vit, en dessous, des revenus, minimum, de salaire de vie décente. Ça n'a aucun sens puisqu'il y a pas de travail, enfin ils vivent dans la forêt en autarcie, ils se nourrissent de la chasse, de la pêche, ils se soignent avec les plantes, voilà, enfin on est sur une population nomade. Donc dire qu'ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas d'argent, c'est fabriquer une réalité qui n'existait pas. Donc le premier élément, ça a été ça, de dire qu'en fait, il y avait une abondance, localement, assez importante et donc c'était une fabrique, qui pesait question. Le deuxième élément, dont j'ai vraiment pris conscience là-bas, c'est qu'en réalité, les gens étaient très en colère et ça, c'est quelque chose qui était très compliqué à voir, vu de ma thèse, réalisée en Occident et en France. Parce que, c'était complètement invisibilisé, mais les populations étaient très en colère parce qu'on les avait obligés à accepter, des accords vis-à-vis desquels ils étaient pas d'accord. Heu,
parce on leur avait promis du travail et que ce travail, bah, ils se rendaient compte qu'il n'arriverait jamais, hein. Parce que c'est le grand argument des compagnies minières, c'est de dire: «Oui, mais on va développer l'emploi, il va y avoir de la richesse qui est créée pour tout le monde». Mais en réalité, il n'y a jamais un emploi, autre que non qualifié, qui est laissé aux populations locales. Donc il y avait beaucoup de conflits en réalité sur toutes les thématiques, et c'est vraiment ça que voilà, ça a vraiment permis de passer de l'autre côté de ce discours RSE et de déconstruire, cette vision un peu romancée, cette fiction, ce storytelling, heu, de la RSE. Mais donc, si je comprends bien, ce que je savais pas, toi, quand tu vas sur place, c'est sans avoir conscience de toutes ces limites et de tous ces problèmes. C'est-à-dire, toi, tu allais étudier un projet un peu modèle Oui. de la RSE? Oui, absolument. Il avait été choisi un peu pour ça il y avait même donc tout un enfin les ONG, environnementales, hein, notamment, relayaient ce discours parce que les populations avaient accepté la mine. Il y avait une acceptabilité, sociale de la mine et donc bah, les ONG environnementales et il y en a eu qui se sont mobilisées contre le projet puisqu'il y a des grosses problématiques écologiques, évidemment. Bah, même elles disaient: «Bah, on a été embêtés, on a été coincés, parce qu'on ne voulait pas nuire aux populations locales qui, elles, demandaient l'ouverture de la mine». Sauf que, voilà, cette acceptation, elle était fabriquée en grande partie et donc voilà, c'est ce que ça a permis de comprendre en arrivant, sur le terrain. Ça a dû être un moment de recherche pas évident. À l'arrivée, que c'est le sous-titre de votre article, alors j'imagine qu'il est volontairement un peu provocateur ou une affirmation un peu forte, mais c'est donner une valeur sociale aux dégradations écologiques. Est-ce que vraiment sur ce projet-là, il te semble que à la fin des fins, une fois que tout ça a été mis dans le rapport d'impact, dans le rapport RSE, c'est vraiment ça? C'est-à-dire qu'on finit par donner une valeur sociale aux dégradations écologiques dans ces projets? Bah, oui, je pense que et vraiment, enfin et si, finalement, c'est ce qu'on pose au tout début, du papier avec cette citation de Rio Tinto. C'est dire que finalement le développement humain, il rend nécessaire de, développer les mines, et donc et que les mines détruisent la planète, oui, mais c'est ce qui va permettre le développement et donc on est vraiment sur ce serpent qui se mord la queue et donc qu'il y a un enjeu de déconstruire, cette valeur sociale et c'est un peu le grand argument qu'on va retrouver sur tous les projets industriels. Oui, mais ça va développer l'emploi. Alors que ça ne développe même pas l'emploi. On le montre pas forcément dans ce papier-là, mais c'est un résultat, qui apparaît assez clairement. Ça ne développe pas l'emploi, ça ne répond qu'à une pauvreté, qui est fabriquée. Parce qu'en fait, une fois que la mine est arrivée, la forêt est détruite, les écosystèmes, ne permettent plus aux populations de se nourrir, c'est plus possible de chasser, c'est plus possible de pêcher. Et en réalité, il y a une situation de pauvreté. Ils se mettent à dépendre d'un revenu, qui ne peut venir que de la mine, alors qu'avant, il y avait pas cette situation-là puisque tout le monde cultivait, mangeait à sa faim, il y avait une organisation communautaire de la terre et cetera. Donc oui, effectivement, il y a vraiment cette idée de, fabriquer la valeur sociale des dégradations écologiques. On détruit la terre, c'est cette idée: «L'homme a mangé la terre». Eh ben, en réalité, c'est plus compliqué que ça. Alors après, je laisserai éventuellement s'il y a des étudiantes ou des étudiants qui ont des questions. Moi, j'en ai juste une dernière. Donc je les préviens que ça va être à eux de poser des questions. Mais c'est dans la conclusion, vous abordez l'idée de gouvernance translocale et une idée de Bobby Banerjee. En quoi est-ce que ça peut fonctionner pour essayer de trouver une solution? Parce que là, on a un peu l'impression d'une forme d'impasse avec des multinationales occidentales très puissantes et qui contrôlent même la mise en récit, le narratif, et donc qui, in fine, pourront quasiment mettre en équivalence ce qu'elles veulent. Est-ce qu'il y a des réponses possibles, des systèmes de gouvernance possibles pour contrecarrer ça, ou est-ce qu'on est dans une impasse complète? Heu Alors, bah, effectivement, il y a la gouvernance translocale, que Bobby Banerjee développe, ça pourrait, être, en fait, finalement, c'est créer des espaces dans lesquels, il y a une discussion démocratique autour de la question, bah, de l'accaparation des ressources. Est-ce qu'on est tous collectivement, pardon, d'accord, de cette nécessité, productive? Alors en général, mais aussi en particulier, à quel moment finalement est-ce qu'on va, recueillir la parole des populations directement concernées?
Et donc, le cas qu'on a étudié, ce qui montre, c'est que l'entreprise, elle va recueillir la parole des populations, mais dans leur maison. Donc, elle va enquêter sur eux à l'intérieur de leur maison et elle va leur poser des questions du type est-ce que vous avez 3 repas par jour? Est-ce que vous considérez que vous avez un niveau d'hygiène suffisant? Donc, on est sur des questions qui sont complètement, enfin, on est vraiment sur le néocolonialisme en action et pas du tout sur une mise en débat finalement, une véritable collecte d'informations sur l'acceptation du projet. Donc ça fait partie de cette fabrique. Donc l'idée, c'est de dire que tant qu'il n'y aura pas des instances qui permettent de représenter les intérêts de ces populations locales collectivement, pour faire valoir leur représentation, leur mode de vie et leurs aspirations, enfin, ce qu'ils veulent, etc. Et ben, ça sera compliqué de les protéger puisqu'il y a une asymétrie telle, qui fait que ça fait, 20 ans que l'entreprise, raconte qu'elle est exemplaire, et que, en 20 ans, il y a un individu qui a réussi à venir de là-bas pour porter un discours, qui est contraire. Donc l'asymétrie, elle est extrêmement forte. Donc la gouvernance, ce serait, voilà, pouvoir collectivement, créer, une mise en débat démocratique, des modalités, de développement et des modalités de mise en équivalence. Est-ce que véritablement, on est tous d'accord que ouvrir une école, donner du travail, d'ouvriers, sous-qualifiés, à une partie assez minime, des habitants de la baie, ça autorise le fait de raser une forêt, tropicale, humide, qui ne pourra pas se régénérer. Ce serait un petit peu, voilà. Je suis pas sûre d'apporter une véritable. Est-ce qu'il y a des réponses pour sortir de cette impasse? Je ne sais pas. De l'espoir peut-être? Et des pistes, pas Et des forcément pistes, des voilà, solutions toutes. tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions, réactions? Oui. Alors il va peut-être falloir, parce qu'on est, du coup on est sur le micro local. Ça rejoint un peu votre question, Monsieur Lazin, mais moi c'est plus en termes de curiosité, comment les ONG, enfin quels étaient les process qui ont été mis en place là-bas par les ONG, en termes notamment parce que vous avez dit tout à l'heure en termes d'accord de la population, est-ce que les ONG ont participé justement à des entretiens avec la population ou autres ou pas du tout? Oui, alors effectivement, c'est une très bonne question, hein. Il y a eu, effectivement, des difficultés à connecter le monde des ONG et les populations locales et donc finalement, ça s'explique, aussi par le fait, que, ces gros projets, ils sont développés dans des zones qui sont très reculées et donc par exemple, la baie, dans lequel le projet est implanté est le siège d'une ONG locale, pour, aller de l'un à l'autre, il faut presque 8 heures. Donc, ce qui est très long, sachant que là-bas, tout le monde n'a pas, de moyens de transport, donc ça coûte aussi de l'argent de se déplacer de l'un à l'autre et sachant que, voilà, il y a 20 ans, là, quand je dis 8 heures, c'est, de la voiture et du bateau. Il y a 25 ans, c'était le char à bœuf. Donc, pour vous de voilà, donc la circulation, elle était, encore plus compliquée. Donc effectivement, non, les ONG, elles n'ont pas, participé à tout ce qui a été l'amont du projet, dans lequel l'entreprise, elle a construit l'acceptation. Et donc finalement, avant que le projet commence, l'entreprise, elle va pendant 10 ans rencontrer les populations locales. Elle rentre chez eux, elle leur demande ce qu'ils aimeraient, elle les rassure et cetera. Et à ce moment-là, pendant 10 ans, il y a pas d'ONG. Et donc, au bout de ces 10 ans, les populations locales, elles sont habituées à voir des blancs qui, en plus, distribuent de l'argent parce qu'ils donnent du travail à faire, etc. Et quand les ONG environnementales, elles arrivent pour dire mais c'est une catastrophe, les populations locales, elles disent non, non, nous, on est d'accord. Mais en réalité, ce qui va se passer, c'est que à un moment, dès lors que le projet commence, l'accord, il se retourne complètement puisque les populations se rendent compte qu'elles ont été manipulées. Et là, à ce moment-là, les ONG sont déjà reparties. Donc il y a comme un rendez-vous manqué en réalité, qui va pas permettre aux causes, de converger. Et c'est une bonne question parce qu'il y a des cas en réalité et justement le fait que là, il y a un représentant de la population nomade qui soit à Paris, depuis la semaine dernière, c'est justement le fait qu'il y ait une ONG qui ait réouvert le débat, qui ait réouvert le discours et qui l'ait fait venir en réalité.
qui est fait porter la voix de cette population. Donc le rôle des ONG, il est déterminant. Et il y a bien ce rendez-vous manqué qui explique que ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions? Ouais. Oui, alors ma question c'est en fait ce que vous présentez ici, ça me rappelle beaucoup durant la conquête vers l'Ouest, lorsque les populations comment dire, qui se sont installées en Amérique ont vraiment envahi les réserves et ils ont apporté tous ces biens, entre guillemets, le tabac, les vêtements, etc. Et ils ont créé une dépendance envers ces biens. Et je me demandais, vous disiez que vous aviez du mal à trouver des pistes de résolution pour cette situation. Et je voulais savoir si vous cherchez un peu dans l'histoire par rapport à bah, ce schéma qui se répète pour les solutions ou non, c'est pas vraiment une piste que vous explorez. Alors, si, tout à fait, c'est intéressant. Merci, merci de cette question. Elle est très intéressante également. Absolument, je partage tout à fait votre point de vue. Alors, c'est-à-dire que moi, en tant que chercheuse, je ne me donne pas comme responsabilité de trouver des solutions. Alors peut-être que voilà, ce serait très ambitieux enfin voilà, en tout cas, je suis sur un autre projet, je suis sur un autre projet scientifique. Et si vous voulez, si déjà l'histoire que je vous raconte, elle vous fait penser à l'histoire, bah, pour moi, enfin, justement, cette tribu nomade, ce qui est intéressant, elle a été traitée, je trouve, tout à fait comme ces réserves d'Indiens. Et quand j'étais sur place, ce que j'ai appris, alors ça n'a pas été forcément publié par l'entreprise, ça, c'est les gens qui travaillaient là-bas pour l'entreprise qui le racontaient. Ils étaient en train, donc on est sur une population nomade qui vit là depuis des dizaines et des centaines d'années, hein. On est vraiment sur une population qui ne parle pas la langue nationale, donc ils ne parlent pas indonésien. Ils ont un dialecte local. Il y a toute une partie de la communauté qui n'a jamais parlé à quelqu'un extérieur à la communauté. Donc on est vraiment sur une tribu ancestrale, comme il en existe de moins en moins, hein, et donc comme il faudrait les préserver de manière extrêmement importante. Et la stratégie de l'entreprise, justement, sa stratégie de légitimation par rapport au fait qu'elle allait détruire la forêt et donc l'habitat de cette tribu ancestrale, ça a été de dire qu'elle allait les protéger. Et donc pour les protéger, elle allait définir un espace géographique, enfin un espace dans la forêt délimité, donc c'était un cercle dans la forêt, enfin dans les cartes qui étaient représentées, dans lesquelles ils allaient pouvoir évoluer librement. Et ça permettait de les protéger de l'extérieur. Et je trouve qu'on est tout à fait effectivement, hein, sur cet imaginaire, sur cette reproduction de l'histoire avec, pareil, la création de calendriers hebdomadaires qui voulaient que, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais que le lundi, ils distribuent des habits. Le mardi, ils distribuent de la nourriture. Le mercredi, et cetera, et cetera. Et donc on était tout à fait sur un processus de sédentarisation en réalité et de mise sous dépendance de cette population, de cette tribu ancestrale, et ça rejoint tout à fait, enfin voilà, des pans historiques peu glorieux. Voilà. Et alors, ce que je trouve qui peut être intéressant, bah, déjà pour nous, avec Nicolas Ballas, un premier niveau de résultat, bah, c'était de montrer qu'en réalité, bah, ça fait pas partie ça n'est pas que de l'histoire, c'est aussi des pratiques qui sont tout à fait contemporaines, et on est tout à fait dans des pratiques coloniales, néocoloniales, qui sont complètement inchangées en réalité. Et donc, on met les gens dans des réserves au prétexte de les protéger. Et ça pose enfin, ça pose des vraies questions éthiques extrêmement importantes. Voilà. Alors, je réponds toujours pas à cette question de quelle solution, mais parce qu'en fait, voilà, donc en ligne, enfin à la fin du raisonnement, c'est bah, tant qu'on laissera les entreprises qui sont responsables des problématiques apporter des solutions, eh ben, on prendra le risque que les solutions, elles aient plus vocation à les rendre, à créer un narratif d'exemplarité que de véritablement les rendre, enfin, faire changer leurs pratiques. Parce qu'en réalité, il y a quelque chose d'incommensurable. On ne peut pas réconcilier les intérêts écologiques et l'intérêt des populations autochtones avec l'intérêt d'une multinationale minière. Jamais ça pourra fonctionner ensemble. Et donc, c'est incommensurable, justement. Merci beaucoup pour votre réponse. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions?
Euh, ça les laisse sans voix. Oui, Euh, je suis navrée. Alors, j'ai une dernière question, puis après, je ne veux pas prendre trop de ton temps, mais donc on a parlé des populations locales, on a parlé des ONG, on a parlé de l'entreprise en elle-même, on a parlé, bon, une chercheuse qui vient au milieu de tout ça, essayer d'étudier. On n'a pas du tout abordé la fonction que joue ou l'absence de tout représentant politique indonésien, que ce soit de la municipalité, de la région ou au niveau national. Est-ce que de ce côté-là, il y a un positionnement du gouvernement, des gouvernements locaux? Parce que tu disais aussi que c'est des populations qui sont très isolées, du coup j'imagine qu'elles ne font pas partie nécessairement de la vie politique locale. Est-ce qu'ils sont complètement absents? Est-ce que voilà quel rôle ils jouent là-dedans? Alors effectivement, c'est une question assez centrale dans ces travaux et sur les questions aussi de responsabilité sociale de l'entreprise, hein. Donc finalement, on est dans ces espaces dans lesquels les acteurs publics, politiques et les réglementations, les régulations ne suffisent pas à protéger les environnements et les populations locales, l'environnement et les populations locales. Et donc, c'est pour ça qu'on demande à l'entreprise de garantir des standards de performance sociaux et environnementaux. Donc, bah, effectivement, en l'occurrence, l'État, il est très absent, voire même, on a justement on a travaillé sur le sujet dans une approche historique, dans un papier là, qui va sortir dans Entreprise et Histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que cette approche historique, ce qu'elle montre, c'est qu'à un moment, c'est même une stratégie de l'État indonésien d'envoyer des multinationales dans ces contrées lointaines dans lesquelles finalement ils n'arrivent pas à imposer un pouvoir politique fort. Puisque l'État indonésien, on est sur un archipel, c'est plus de 17 000 îles, plusieurs milliers de kilomètres dans un sens, dans l'autre. C'est vraiment une multitude d'ethnies aussi. Enfin voilà, il y a une revendication indigène, hein, le terme indigène est très important. Et donc, au moment où la mine s'implante, on est dans un contexte local où il y a une menace de sécession. On est dans une zone qui est proche de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, on est dans des zones où il y a des soulèvements populaires et ils demandent à prendre leur indépendance. Et donc, on peut même se demander dans quelle mesure l'État, à un moment, il n'utilise pas les multinationales pour recréer du cadre. Et d'ailleurs, sur cette population, enfin sur ce cas Oueda Nickel, l'État va envoyer la milice paramilitaire, hein, donc une unité de 60 membres de la BRIMOB, donc la milice paramilitaire qui est connue hein, pour des meurtres, sur d'autres, pas dans la zone, mais dans d'autres, en Indonésie, notamment sur des conflits miniers. Et donc, il y a la BRIMOB, 60 hommes qui vont être envoyés, qui vont être logés par l'entreprise, donc sur le site, dans le camp de base de l'entreprise, et qui vont accompagner les négociations sur la vente des terres des populations locales. Donc concrètement, on envoie 60 mecs avec des mitraillettes dans les mains qui vont venir participer aux négociations sur le prix d'achat des terres des populations locales qui, elles, sont absolument... Enfin, il y a des photos, voilà, on est en plus sur une culture où un acte fort d'opposition, ça a été de planter un bâton dans la terre pour dire vous n'avez pas le droit de passer. Et c'est extrêmement fort du point de vue local, du point de vue de la communauté. Faire ça, c'est vraiment manifester son désaccord de manière presque brutale. Planter un bâton dans le sol et dire non, c'est chez moi. Ça n'existe pas de faire ça là-bas. Et donc, on se retrouve avec des gens qui vont planter des bâtons dans le sol et qui, face à eux, vont avoir des hommes armés qui vont encadrer leurs négociations et donc qui vont les empêcher de passer, qui vont leur interdire, les injurier, etc., voire les criminaliser dans le cadre de cette situation. Donc, on a un État qui est à la fois très absent, en fait, on a un État qui est mis au service des intérêts de l'entreprise, qui devient, c'est parce que à ce moment-là, les paramilitaires, ils sont logés par l'entreprise et ils agissent au service de l'entreprise en réalité. Donc, on a vraiment une substitution de la multinationale au rôle d'État avec les moyens, avec de violences symboliques qu'on peut connaître à l'État régulateur.
Euh, Est-ce qu'il y a des réactions? Là, il y a un parallèle, alors pas du tout équivalent, mais qui est avec le procès Lafarge qui est en cours, avec la question de l'implantation des multinationales. Alors pour Lafarge, c'était en Syrie, avant que la Syrie tombe dans la guerre civile, que Daesh installe le califat entre la Syrie et l'Irak, et où la question des multinationales qui se retrouvent connectées à des situations locales, et la jurisprudence du premier, puisque maintenant Lafarge c'est éventuellement sur la question de la complicité de crimes contre l'humanité, mais la question de la jurisprudence du premier procès Lafarge sur ces questions-là, c'est d'établir le fait que les multinationales maintenant ne peuvent plus se déconnecter de ce qui se passe localement et ne plus avoir de responsabilité juridique ou autre sous prétexte que ça serait une filiale, un partenaire, quelque chose. Donc c'est une question stratégique qui se pose de manière très très directe. Alors évidemment que le cas Lafarge est différent, avec plus de 10 millions d'euros versés à Daesh. C'est pas la même chose, n'ayons pas de commensuration avec les impacts sociaux et écologiques, mais voilà, c'est pas parce que c'est à l'autre bout du monde qu'on se déconnecte complètement des enjeux politiques et stratégiques des entreprises occidentales. Je vois qu'il y a une question dans la salle. Diaby, vous avez une question? Merci beaucoup. En fait, moi, j'avais une question, ça concernait l'entreprise en elle-même. Quand elle voit aujourd'hui tout le storytelling qu'elle met en évidence, le travail magnifique que vous abattez sur les 20 ans et ce que vous déversez dans votre article, ce que vous pointez du doigt, comment est-ce qu'elle réagit par rapport à cela, la réaction de l'entreprise? Euh, c'est une très bonne question hein, aussi. Euh, comment l'entreprise réagit? Alors l'entreprise, c'est d'autant plus une bonne question que je ne suis pas allée voir la réaction publique de l'entreprise à la venue. J'ai pas encore pris le temps d'aller voir ça, mais donc ce serait intéressant de voir aujourd'hui comment elle réagit. Euh, m- Moi, en tout cas, ce que j'ai pu collecter comme vis-à-vis de l'entreprise pendant mon travail de terrain, euh, c'est euh, c'est c'est une mise à distance très très importante en réalité vis-à-vis de ces questions. Par exemple, sur la Brimob, ce que je racontais sur les milices paramilitaires, j'avais posé la question explicitement en revenant de mon terrain. Il y a eu des articles de presse hein, qui triangulent, enfin voilà, j'ai triangulé. C'est pas juste les populations qui disent il s'est passé ça. Il y a eu des articles de presse sur le sujet. Il y a eu la Cour indonésienne des droits de l'homme qui a été aussi mobilisée. Enfin, donc il s'est passé des choses au plan aussi juridique en Indonésie. La réaction de l'entreprise, ça a été de dire, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Le sujet, ça n'est pas un sujet, il n'y a aucun sujet sur ça. Sur Rio Tinto, hein, alors c'est un autre cas, mais Rio Tinto, pareil, on est sur une entreprise qui est accusée de génocide, crime contre l'humanité, avec, bon, c'est pas Daesh, mais bon, on est sur des enjeux aussi enfin, voilà, de problématiques donc extrêmement graves, extrêmement fortes. Et j'avais pareil rencontré une représentante, je lui en avais parlé, mais de manière naïve. Hein, et alors, comment vous vivez cette critique, cette dénonciation publique de l'entreprise? Et elle m'avait répondu, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Donc, je me rappellerai, elle était blonde avec des yeux bleus et elle avait pris des grands yeux comme ça. Ah, je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Et donc, je pense il y a des ordres en interne. Hein, on ne répond pas sur ces questions-là, on ne se positionne pas. Le cas que moi j'ai étudié, il est un petit peu différent parce que l'entreprise a essayé de faire de la RSE, mais il y a presque cette idée que eux, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, quoi. Donc c'est aussi une posture qui revient. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour aider ces populations locales. À un moment, il ne faut pas exagérer. Il y a un peu cette idée-là. Si je prends un exemple concret, ils ont voulu indemniser, donc les populations locales, elles vivent grâce à des cultures vivrières. Donc elles ont des terres qu'elles cultivent tous les jours. Et donc la mine, elles avaient besoin de ces terres. Elle était située sur ces terres. Et donc l'entreprise a dit, bon, on est sympa, nous on est quand même au 21e siècle, on est quand même visible, et on veut obtenir des financements internationaux, etc. Donc, on va compenser la perte de ces terres. On n'est pas obligé. Hein. L'État ne nous oblige pas, mais on va quand même le faire. On est vraiment hyper sympa.
voilà, c'est la RSE, on est au-dessus des critères réglementaires, etc. Et donc, on va compenser. Et donc, pour compenser la perte de ces terres, il a fallu dire à qui est la terre? À qui appartient la terre et donc qui est-ce qu'on va payer? Et donc, pour faire ça, ils ont dû créer un cadastre. Comment est-ce qu'est répartie la propriété individuelle localement? Sauf que ce dont ils se sont aperçus tout d'un coup, c'est que là-bas, la propriété, elle n'est pas individuelle en réalité. On ne possède pas, c'est pas une personne qui possède la terre, c'est une famille, voire c'est plusieurs familles, et puis c'est hérité, et puis ça peut être la communauté en général. Et donc, tout d'un coup, ils ont eu l'accord d'une tante qui disait oui, moi je suis d'accord, je vends et je prends l'argent. Et puis 2 semaines après, il y a le cousin qui venait et qui disait: «Mais non, mais moi j'ai pas donné mon accord». Et la posture de l'entreprise, ça a été de dire: «Ah non, mais attendez, vous vous arrangez, hein. Nous, on n'est pas là pour gérer, ce type de problématique, ce sont des menteurs, et cetera». Et donc l'idée, c'est même pas de dire, c'est de bonne foi, c'est de mauvaise foi. L'idée, c'est de dire qu'en réalité, ils arrivent avec leur représentation. La propriété, c'est ça. Le bien, le faire bien, c'est ça. La vertu, la morale, l'éthique, c'est faire ça. Sauf que dès lors que les populations répondent: oui, peut-être, mais de notre point de vue, c'est pas comme ça», il y a on externalise la question et là, quand même, faudrait pas exagérer. Donc c'est vraiment cette idée d'ethnocentrisme, hein. On pense tout à travers, l'entreprise pense tout à travers ses cadres, ses schémas, voilà. Et après, s'il y a un problème, avec tout ce qu'elle a fait, qu'on vienne pas encore lui en demander. Ça a été un petit peu ça, je dirais, la position, le déni, la réponse, et se cacher derrière les standards puisqu'eux, ils respectent les standards internationaux, et cetera. Je ne sais pas si ça Alors, répond? ça va faire écho à des. C'est quelque chose dont on parlera au deuxième semestre, notamment sur ces réactions et sur ce que tu mentionnes, notamment à quel niveau est-ce qu'il faut répondre quand il y a des standards et des injonctions qui sont différentes en plus selon les pays, selon les parties prenantes. Ça donne à la fois beaucoup de place à la possibilité de faire plus ou de faire mieux, mais aussi beaucoup de place à l'opportunisme de choisir le plus qui correspond. Et au deuxième semestre, on pourra aborder déjà le cas de Lafarge, puisque normalement, il y a un moment où il y a un jugement qui va tomber. En tout cas, il y aura des attendus. Et on abordera aussi le cas états-unien avec le tournant sous Trump de toutes les politiques RSE de diversité et d'inclusion, où quand les injonctions changent, quand les attentes changent, les adaptations stratégiques peuvent être un peu opportunistes ou montrer de certaines valeurs qui sont tenues. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est au programme du deuxième semestre. D'accord, OK, chouette. Bon, Clara, on va te laisser. Merci beaucoup de nous avoir consacré tout ce temps. Merci à vous de vos questions. Voilà, et je recommande vraiment la lecture de l'article à tous les étudiants et à tous les autres, parce que c'est vraiment un article passionnant qui montre bien comment le couplage d'un cadre conceptuel peut permettre de problématiser de manière riche une situation. Donc je trouve que c'est un bon cas d'école sur les questions anthropocène RSE, mais aussi en termes de problématisation dans le travail académique. Donc un très beau papier. Mais merci beaucoup. Merci à toi. Bonne À bientôt. Au continuation. revoir. À bientôt, au revoir.